le webinaire. Je me présente, je suis Marc Malotto, je suis conseiller expert en intelligence économique à la CCI Lyon Métropole. Aujourd'hui, je vais être le facilitateur et l'animateur de ce webinaire. Durant ce webinaire, nous allons parcourir toutes les techniques, méthodes et outils qui vont vous permettre d'utiliser Internet dans votre stratégie commerciale afin de mieux comprendre votre client, de mieux le connaître et de pouvoir répondre plus efficacement à ses besoins. Pour cela, je vais être accompagné de deux de mes collègues, des expertes, Sylvie Masson, qui est conseil experte d'intelligence économique sur le département du Rhône, toujours pour la CCI Lyon Métropole, et Nadia Kassem, qui est conseil experte intelligence économique sur la Loire. Voilà. Donc, je vérifie simplement que j'ai bien lancé le webinaire. Oui, c'est tout bon. Excusez-moi, c'est mon premier webinaire, donc je vérifiais que je n'ai pas fait de bêtises. Donc, voilà, je rappelle quelques consignes que j'ai explicitées tout à l'heure en attendant le lancement du webinaire. Donc, vos micros et vos webcams sont automatiquement hors service, mais coupé. Pour poser des questions aux intervenants, je vous propose d'utiliser le chat. Et les intervenants, donc moi je serai chargé de lire vos questions, de les rassembler et de les poser aux intervenants. Voilà. Bien évidemment, cette présentation vous sera transmise en format PDF. Et pour ceux qui ne pourraient pas rester jusqu'à la fin, par exemple, ou ceux qui voudront revoir ce webinaire, vous pouvez le retrouver, ce webinaire, sur la chaîne YouTube de la CCI Lyon Métropole. Pendant le webinaire, nous allons vous proposer plusieurs sondages, bien évidemment. Et à la fin du webinaire, une fois que vous serez déconnecté, vous aurez automatiquement un questionnaire de satisfaction qui s'affichera et nous vous invitons à y répondre, bien évidemment. Alors, pourquoi effectivement aujourd'hui nous vous proposons d'explorer l'outil Internet dans votre stratégie commerciale? Tout simplement parce que observer et faire de la veille sur ce client va vous permettre, via Internet, va vous permettre plusieurs choses. Bien évidemment, développer vos ventes d'une manière qualitative ou quantitative, bien évidemment être à l'écoute des événements, des changements, qui soient positifs ou négatifs, on l'a vu tout récemment dans la gestion des risques. C'est bien évidemment un excellent moyen pour s'inspirer, pour innover et réfléchir à de nouveaux produits ou de nouveaux services. Et puis en même temps, ça vous permet, en observant de vous-même, d'adapter votre politique de communication sur votre produit. Donc, durant ce webinaire, nous allons explorer en 45 minutes, donc c'est très court. Bien évidemment que nous n'allons pas pouvoir aller en profondeur. Et ça, on vous proposera à la fin, à la rigueur, d'autres offres, des ateliers ou des accompagnements sur vos problématiques. Nous allons donc balayer tout le processus qui vous permet de lancer une recherche, une exploration et puis une veille et un traitement de l'information sur vos clients sur Internet. Donc en parlant bien évidemment de vos besoins, de préparer cette recherche effectivement et en allant jusqu'à l'exploitation et l'analyse des documents. Si bien qu'à la fin, notre objectif dans ce webinaire, c'est bien évidemment de vous communiquer et de vous transmettre, on va dire, les bases de l'organisation d'une recherche sur Internet à vocation commerciale. C'est aussi l'automatisation de cette recherche et puis de pouvoir prolonger cette recherche dans le temps avec la mise en place d'une veille et bien évidemment quelques outils
pour traiter l'information, car ce n'est pas tout d'accumuler des informations, il faut savoir aussi pouvoir les exploiter. Et là-dessus, nous vous donnerons quelques outils. Nous allons vous présenter des outils simples et des outils gratuits. Bien évidemment, nous ne parlons pas des outils payants qui peuvent exister sur le marché. Normalement, à partir de ce webinaire, vous pouvez devenir autonome sur votre recherche de clientèle et sur votre recherche commerciale. Alors, comme nous nous sommes présentés, nous vous proposons tout de suite un petit sondage. Nous allons vous demander de nous dire un peu plus sur vous, qui vous êtes. Alors, ce sont des questions fermées et je vous propose de lancer ce sondage. Je lance le sondage. Voilà, normalement, vous avez le sondage qui s'affiche. Je vous invite à répondre à ce petit sondage. Nous afficherons le sondage pour voir un peu qui vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus de 80 actuellement en ligne avec nous. Je lis déjà vos questions et vos remarques. Alors, est-ce qu'on va pouvoir afficher voilà. Voilà, donc vous avez affiché les résultats du sondage. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, ça marche. Ça marche? Merci, merci. Oui, c'est vrai que… Merci Sylvie. Ok. Donc, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu. Et puis, je vais passer tout de suite la parole à Sylvie, justement. Merci Sylvie d'avoir pris la parole, qui va maintenant présenter tout le travail en amont de préparation de la stratégie et de la méthodologie de recherche sur Internet. Donc, la première étape pour élaborer une stratégie de recherche sur Internet, c'est de définir sa cible. Aujourd'hui, notre cible, c'est mieux connaître notre client. Donc, la première démarche à effectuer, c'est de dresser ce portrait robot de notre client. Ça nous permettra de préparer la recherche d'informations en repérant des mots-clés, en identifiant les thématiques qui sont propres à nos clients et d'identifier déjà des sources d'informations à explorer pour faire nos recherches et suivre ce client. Donc, comment dresser ce portrait robot de ce client? Donc, la première étape, c'est de faire un sourcing des informations qui sont disponibles en interne, c'est-à-dire qu'on va lister toutes les informations que l'on peut explorer. Donc, ça peut être simplement la CRM, ça peut être les bases de données que l'on met à jour dans notre entreprise. Ça peut être les relations que l'on entretient avec le client via les différentes personnes qui sont en contact. Donc, ça peut être le commercial, la personne qui se déplace sur site, le technicien, une personne, une secrétaire, enfin, toutes les informations qui sont collectées via l'entreprise sont des sources à explorer pour pouvoir dresser le portrait robot de son client. Une fois qu'on a identifié toutes ces sources d'informations, on va essayer de définir ce client en s'appuyant notamment sur la méthode que l'on appelle QQOQ-CCP. Donc, c'est une méthode de questionnement qui peut nous aider. On n'est pas obligé de répondre à toutes ces questions. Donc, c'est le qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. Mais ça va nous aider à dresser ce portrait robot. Donc, par exemple, c'est qui est-il? Quelle est la taille, les compétences de nos clients, les effectifs? Si on s'adresse on est un commerçant, ça peut être quel est l'âge? Est-ce que ce sont plutôt des hommes, des femmes qui viennent nous voir, des ados? Voilà, c'est définir un petit peu la personnalité et les caractéristiques de ce client.
c'est étudier quelles sont ses motivations, ou d'où il vient, quelle est son implantation, quelles sont ses activités. Pour un commerce, ça peut être les catégories socio-professionnelles de notre client. Ça peut être étudier le panier moyen ou le budget moyen de ce client. Ça peut être étudier quelles sont ses motivations, ses comportements. Voilà, on essaye de dresser ce portrait robot en fonction de cette situation. Et cette première étape nous permet déjà d'avoir une typologie de son client type, une liste de mots-clés, et de définir et de segmenter finalement ses clients. Ça, c'est une première démarche à effectuer, mais ensuite, il faut analyser l'environnement de son client pour voir qu'est-ce qui l'influence, à quoi il est sensible, qu'est-ce qui peut modifier son activité ou son comportement. Là, nous subissons tous cette crise du Covid, et on voit très bien que cette crise a un impact important, que ce soit au niveau de la réglementation, ou du droit du travail, que ce soit au niveau écologique aussi, par rapport aux produits que l'on peut fabriquer. Enfin, tout cet environnement doit être étudié pour justement voir qu'est-ce qui influence ce client et par quoi il peut être touché, de manière à orienter nos recherches et pouvoir avoir une meilleure perception de ses attentes, de ses besoins, ou des craintes ou des peurs que peut avoir ce client. Donc cette étape qui est d'analyser cet environnement nous permet de compléter les mots-clés que nous avons déjà identifiés avec le portrait robot initial, de fixer des thématiques prioritaires. Donc il faut les prioriser pour ensuite adapter les sources d'information, et donc préparer notre recherche par rapport à cette typologie de client et de son environnement. Merci Sylvie. Alors justement, puisqu'on parle de clients, je vous propose un nouveau sondage pour savoir, vous, quel est votre client cible. Alors excusez-moi, j'avais oublié tout à l'heure d'enlever le résultat, donc j'ai corrigé. Merci de m'avoir en tous les cas informé. Et je vous propose effectivement de prendre une petite minute pour répondre, pour nous parler de vous, quel est le type de client que vous recherchez, ou quel est votre client principal. Voilà. Donc, j'ai lancé la collecte des réponses. Alors, on voit que les catégories se détachent. Écoutez, à 85% ont voté. Bah, écoutez, je vais donc afficher effectivement les résultats. Donc, on voit effectivement que parmi vous, une majorité sont en B2B, auprès des PME et des grands comptes. On a quand même une toute petite partie de B2C. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu, et c'est maintenant à Nadia que je vais laisser la parole pour qu'elle nous présente la mise en place de la stratégie de recherche, et surtout l'utilisation et les paramétrages des outils de recherche dans le cadre de la recherche sur vos clients. Nadia. Très bien, merci Marc, bonjour à tous. Donc effectivement, on a vu en première partie tout le travail amont de collecte d'informations disponibles en interne autour de son client. Et donc là, ensuite, on va pouvoir compléter ces données par de la collecte d'informations via différentes sources. Alors, avant de se lancer, il va être important finalement de se poser un certain nombre de questions pour bien délimiter son sujet. Finalement, quelle est la typologie d'information que je cherche autour de mon client? Est-ce que je cherche des éléments généraux autour de la tendance, des études de marché, l'évolution de l'environnement macroéconomique?
économique? Est-ce que je recherche plutôt une information autour d'une personne? Est-ce que je souhaite identifier des contacts ou éventuellement suivre un client en particulier? Est-ce que ma recherche d'information va être autour finalement de la fiabilité, de la viabilité de mon client? Voilà, suivre l'actualité du client, sa santé financière, ou plutôt une recherche autour des besoins de ce client. Donc vraiment, avant de se lancer dans la recherche en tant que telle, il va être important de consacrer un temps à bien délimiter son sujet et se poser des bonnes questions. Donc pour ce faire, on peut s'appuyer sur des éléments assez simples, hein, définir une liste de mots-clés et puis éventuellement utiliser ce qu'on appelle les cartes mentales, qu'on verra un peu plus tard avec Marc. Alors aujourd'hui, on va vous présenter quelques techniques, outils qui nous sont proposés par Google pour faire de la recherche d'informations. Donc on verra les paramétrages de l'outil Google, l'utilisation de quelques opérateurs booléens et puis la recherche via Google Images et Google Trends. Donc au niveau de Google, quand on fait une requête, on a la possibilité, une fois qu'on a saisi les mots-clés qui nous intéressent, de paramétrer juste en dessous de la barre de recherche en spécifiant une échelle de temps dans laquelle on souhaite effectuer notre recherche. On peut également filtrer les résultats dans une langue donnée. Voilà, donc ça c'est la première option de recherche que nous propose Google quand on fait une recherche via le moteur. Ensuite, l'autre option qui nous est proposée et qui permet finalement de filtrer les résultats de sa recherche et surtout de gagner du temps, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle des opérateurs de recherche. Donc là, je vais vous en présenter que quelques-uns, il en existe de nombreux. Mais simplement, donc, moi, j'ai fait le choix de vous présenter l'utilisation des guillemets. Où finalement, on va demander à Google de nous faire ressortir uniquement les pages qui contiennent les mots-clés qu'on va lui indiquer entre guillemets. Vous avez l'opérateur OR qui, lui, va permettre de rechercher des pages qui contiennent un mot-clé ou un autre. Et puis l'opérateur AND qui va nous permettre de faire ressortir des pages qui contiennent les deux mots-clés recherchés. L'idée en utilisant ces opérateurs, ça va être vraiment de filtrer ces résultats et d'aller beaucoup plus vite dans sa recherche. Autre opérateur qu'il est intéressant à connaître, c'est l'opérateur Cite, où là, en fait, on va limiter la recherche d'informations sur un site internet donné. Donc là, typiquement, dans l'exemple qui vous est présenté, donc j'ai mis mon mot-clé entre guillemets et je veux que Google me recherche des résultats uniquement sur le site internet que j'ai mentionné. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment, à travers l'utilisation de ces opérateurs, de pouvoir filtrer les résultats. Autre option qui nous est proposée quand on effectue des recherches dans Google en utilisant les opérateurs, c'est de limiter les résultats à un format de fichier spécifique. Donc, soit PDF, soit Excel, Doc. Enfin bon, là après, on demande à Google de nous faire ressortir uniquement des documents sous un format spécifique en utilisant l'opérateur FileType ou l'opérateur EXT, qui est le diminutif de Extend. Alors, Nadia, j'ai une question, Nadia, excuse-moi. Est-ce que les guillemets sont nécessaires pour la recherche des mots-clés?
Est-ce que les guillemets sont… Je n'ai pas entendu, nécessaires? excuse-moi. Est-ce que les guillemets sont nécessaires pour la recherche des mots-clés? Alors, moi, personnellement, je l'utilise quasiment tout le temps parce que ça permet vraiment de filtrer les résultats et de n'avoir uniquement les pages qui contiennent le terme recherché. Donc, ça évite tout le bruit qu'il y a autour, en fait. D'accord. Quand ça peut être des prénoms et noms, par exemple, pour pouvoir avoir bien le prénom et le nom de la personne, par exemple. On les met entre guillemets. Tout à fait. Moi, typiquement, j'ai une alerte, une Google Alert autour de mon nom-prénom. Ça me permet d'être alerté quand Google indexe une page nouvelle qui contient mon nom et mon prénom. Voilà, pour suivre ce que d'autres peuvent publier ou partager me concernant. D'accord. J'ai deux autres questions, mais tu vas pouvoir répondre. De toute façon, il y a plusieurs comme ça interrogateurs Google, opérateurs, excusez-moi, Google, et je pense que tout le monde peut retrouver ça en cherchant sur Internet, des opérateurs booléens pour Google. Oui, oui, oui. En tapant la requête opérateur de recherche Google, vous trouverez tous les opérateurs qui existent. Après, moi, là, j'ai vraiment fait le choix dans le cadre de ce webinaire qui est quand même que de 45 minutes. Donc, il nous faut beaucoup plus de temps si on veut aller dans le détail. J'ai fait le choix vraiment de me limiter à quelques opérateurs. Moi, dans le cadre de mes recherches, ce sont les principaux que j'utilise voilà, pour effectivement effectuer des requêtes simples, rapides et pour ne pas perdre trop de temps dans la recherche sur Internet. D'accord. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui nous parlent de Google Alert. On y reviendra tout à l'heure sur Google Alert. Je te propose de continuer, Nadia. Tout à fait. Là, on est vraiment sur la phase de recherche d'informations et puis la Google Alert, on l'abordera dans la partie veille. Donc, on a vu la recherche par mots-clés sur Google en utilisant des opérateurs de recherche. On peut également effectuer une recherche par l'image dans Google, où là, en fait, on va importer une image ou récupérer l'adresse URL d'une image. Ça peut être la photo d'une personne, ça peut être une image d'un produit, ça peut être un logo. L'idée étant qu'à travers cette recherche par l'image, Google va nous fournir un certain nombre de résultats. Déjà, dans un premier temps, il va textualiser l'image. Voilà, il va nous proposer une requête autour de cette image. Donc, quand on souhaite identifier des mots-clés, ça peut être intéressant. Le moteur de recherche analyse également les codes couleurs de l'image et donc il va nous proposer toute une série d'images disponibles sur le web qui sont similaires à la nôtre. Et dernier point qui est intéressant sur cette recherche par l'image, c'est que Google il va nous faire ressortir des sites internet qui reprennent soit notre image ou soit des images qui sont similaires à celles qu'on lui a soumises. Donc voilà, ça permet de pouvoir identifier là encore des contacts et voir typiquement mon logo, est-ce qu'il est repris par des clients ou par des partenaires via des communications ou comment j'apparais sur le web. Ensuite, donc, on a vu la recherche via les requêtes, la recherche par image. Google, il nous propose également un outil autour de l'analyse des mots-clés, où là, en fait, il va nous, à travers Google Trends, et là, l'idée, ça va être de faire une recherche sur des mots-clés et voir sur une période donnée, pour une zone géographique donnée, l'intérêt que les internautes ont pour ce mot-clé. On a la possibilité également de le comparer avec les autres mots-clés. Ça permet là de suivre finalement les tendances autour d'un sujet. Là, je vous ai mis l'exemple, j'avais mes mots-clés circuit court et consommation responsable. Si on regarde d'un peu plus près mon graphique, on voit que sur la période du Covid, ce sont des termes qui ont été fortement intéressé les internautes. Derrière, on va pouvoir traiter cette information pour voir si c'est une tendance de fond,
et voir quel impact ça peut avoir sur notre activité. Dernier point, quand on fait de la recherche d'informations autour de ses clients, ça va être d'exploiter les réseaux sociaux, où là encore, on va avoir une série d'informations autour à la fois des attentes de nos clients, mais également de pouvoir suivre la manière dont ils vont parler de nous, de notre offre de services. Et donc, d'une certaine manière, de surveiller sa e-réputation. L'objectif étant de finalement mieux comprendre son client, son secteur d'activité et derrière pouvoir se positionner en tenant compte de ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Autre point intéressant via les réseaux sociaux et notamment les réseaux professionnels que sont LinkedIn et Twitter. Je le mets plutôt dans la catégorie un peu plus professionnelle que Facebook ou Instagram. L'intérêt, ça va être de pouvoir identifier également des prospects ou voir identifier des contacts au sein d'un grand groupe, au sein d'une structure. En termes de recherche sur ces réseaux sociaux, donc plusieurs options. Je ne veux pas aborder la question des outils de recherche payants, mais vous pouvez soit exploiter les modules de recherche qui sont proposés par chacun des outils, ou soit utiliser l'opérateur site dans Google et faire une recherche. Moi, je sais que quand je souhaite identifier des contacts au sein de certaines structures, j'utilise beaucoup site linkedin.com et je tape la fonction recherchée par guillemets. Et là, ça va me permettre d'identifier assez rapidement des interlocuteurs. Pour conclure sur cette partie autour de la recherche d'informations, bien garder en tête que le moteur de recherche, les réseaux sociaux sont une source d'information parmi d'autres. Il y a un certain nombre de ressources à ne pas négliger et à avoir en tête, notamment quand on recherche de l'information sectorielle ou sur des tendances, ne pas hésiter à se rapprocher de sites institutionnels du type Syndicat Pro, le site de l'INSEE quand on veut avoir de l'information sur la consommation, les comportements d'achat. Quand on est sur de l'actualité autour de son client, là encore, la presse professionnelle est une source d'information très importante. Ne pas oublier tout ce qui est base de données professionnelles, donc qui vont être soit payantes, soit gratuites. Je pense notamment à Compass, Corporama ou à Société.com, où là, l'objectif, ce sera d'un côté, voir finalement la santé financière de mon client, et puis de pouvoir identifier d'autres prospects en s'appuyant bien évidemment sur le portrait robot qu'on aura défini précédemment. Dernier point sur les ressources, la CCI met à disposition de ses ressortissants un annuaire qu'on appelle l'annuaire des 1000 sites, où vous pouvez retrouver un certain nombre de sites internet ressources pour collecter de l'information. Donc après, c'est par catégorie et selon la typologie d'information que vous recherchez. Donc voilà, on tient à jour cet annuaire pour pouvoir récupérer rapidement une source d'information et effectuer sa recherche directement via cette source. Bien. Merci beaucoup, Nadia. Excuse-moi, Nadia. C'est pour le timing, sinon on va être vraiment très très court. Je suis désolé, c'est le mauvais rôle de l'animateur. Donc je vous propose rapidement, parmi tous ces outils, vous les connaissez certainement déjà tous. Ce qui nous intéresserait, c'est de prendre une petite minute pour que vous puissiez nous dire celui que vous utilisez le plus en fait. Donc voilà, je vais lancer le sondage. Je vous laisse répondre au sondage pour savoir un peu, vous, quel outil vous utilisez le plus dans votre recherche, alors que ce soit de la recherche commerciale
plutôt recherche commerciale, vu que c'est la thématique de ce jour. On fera d'autres sujets sur d'autres types d'activités comme l'innovation et la recherche d'informations sur l'innovation. Mais là, pour le commercial, quel type d'outils vous utilisez le plus? C'est assez intéressant, les résultats qui s'affichent. Effectivement. Bien, 80% des personnes ont voté, donc je vais vous afficher les résultats avec des informations quand même assez intéressantes. Hein. Bien évidemment, Google et les moteurs de recherche arrivent en premier, et les réseaux sociaux sont les outils les plus utilisés. Très peu Google Trends, pas d'observation de tendance. Très bien, merci. De toute façon, vous retrouverez ces résultats dans le webinaire qui sera rediffusé, et on essaiera d'intégrer au PowerPoint. C'est pour ça que maintenant, nous allons tout de suite passer à la phase de la veille. Hein. Maintenant qu'on a on a organisé sa recherche, comment l'automatiser, et je laisse la parole à Sylvie pour la veille. Donc, une fois qu'on a fait ces recherches d'informations, on a pu identifier des sources pertinentes qu'il est nécessaire de suivre. Donc, du coup, on peut faire cette surveillance quotidienne, hebdomadaire, par différents types d'outils. Le plus simple, c'est par exemple s'abonner aux newsletters d'un site internet et recevoir peut-être toutes les semaines ou tous les mois l'information qui est pertinente, qui est jugée pertinente par le site et qui est communiquée. C'est pas forcément suffisant, et on s'aperçoit parfois qu'on passe à côté de certaines informations. C'est pour cette raison qu'il faut s'équiper d'autres types d'outils. Alors, il y a une façon de suivre, d'améliorer son sourcing, c'est en élaborant des alertes email avec des outils comme Google Alert ou Talkwalker, qui permet justement de définir une stratégie de recherche à partir des mots-clés qu'on a déjà pu déterminer dans notre étape précédente, mais de couvrir d'autres sources d'informations qui auraient pu manquer à notre sourcing initial, et de rester en veille. C'est ce qu'on appelle la veille radar, rester en veille par rapport à ce qu'on aurait pu oublier ou qu'on n'aurait pas pu identifier. Donc, ces petits outils très pratiques, il suffit de saisir ces mots-clés, les mots-clés qu'on a jugés pertinents par rapport à nos recherches précédentes, de définir la fréquence de la réception de ces alertes que l'on va recevoir par email. Donc, ça peut être hebdomadaire, ça peut être 2 fois par semaine. Enfin, voilà, c'est à nous de juger la fréquence et de définir la langue également, et de multiplier les différentes typologies d'informations dont on a besoin pour avoir des alertes pertinentes. Talkwalker nous permet notamment justement de suivre l'actualité, mais d'ajuster aussi notre veille sur les réseaux tels que Twitter, les blogs, les forums. Donc, ça permet de couvrir un champ plus large au niveau des sources d'informations pertinentes. En dehors de ces alertes par email que l'on se crée, on peut aussi s'abonner à des flux RSS. Les flux RSS, c'est ce qu'on repère sur les sites internet avec le logo que l'on voit ici en orange, qui nous permettent de repérer ces flux RSS qui nous donnent régulièrement l'information qui est mise à jour sur les sites internet. Et on peut s'y abonner tout simplement en recevant ces alertes via nos messageries, Outlook, Gmail. Donc, ce qui fait qu'on voit automatiquement à chaque ouverture de notre messagerie les alertes que l'on a pu recevoir. On peut préférer également s'organiser différemment et collecter ces flux RSS dans ce qu'on appelle des agrégateurs de flux RSS. Il existe différents types d'outils, on vous en cite ici quelques-uns. Il peut s'agir d'extensions
Chrome ou à Firefox, tel que FeedPro, qui nous permet d'agréger ces flux dans cet outil-là. Ça peut être une application telle que Feedly ou InnoReader qui nous permet aussi d'agréger ces flux RSS. L'intérêt aussi, via ces outils, c'est d'organiser ces flux par thématique. Donc, on s'abonne à ces flux, on les classe dans des dossiers et ensuite, on peut aller les consulter quand on le souhaite. Donc, il s'agit ici de s'organiser quand on fait sa veille, c'est de s'obliger à regarder au moins une fois par jour pour être en alerte sur les nouveautés et de collecter ces informations, de les garder ou de les exclure ou, par exemple, supprimer la source d'information qu'on a pensée pertinente et qui finalement ne l'est pas, parce qu'elle ne produit peut-être pas assez ou que l'information que l'on collecte n'est pas pertinente. En dehors de ces flux RSS, on a peut-être aussi intérêt à surveiller spécifiquement des nouveautés sur une page Internet ciblée. On veut par exemple, là, donc notre démarche c'est de mieux connaître un client, mais on veut, en dehors de s'abonner à la newsletter de ce client, de regarder les flux RSS que le site Internet de ce client produit, on veut vraiment être alerté quand une page dédiée à ces produits est mise à jour. On peut utiliser également des extensions comme Distill Web Monitor qui nous permet d'être alerté dès que la page est modifiée. L'exemple ici, c'est dans le cadre du Covid. Ce qui m'intéressait, c'est de voir la publication des différentes fiches et guides métiers justement par rapport aux recommandations pour la reprise du travail, donc être alerté sur les nouveautés de cette page. Donc ça a été très utile pour suivre ces apparitions de ces guides. Donc une fois qu'on a collecté toute cette information, on a identifié des sources pertinentes, et ben maintenant il faut exploiter et la traiter cette information. Tout à fait, merci Sylvie. J'en profite pour réagir à des questions qui ont été mises ou des remarques. On nous signale que Talkwaker est effectivement c'est un essai gratuit mais payant. Donc oui, peut-être qu'ils ont modifié, mais jusqu'à présent, vous pouvez quand même mettre en place quelques alertes avec Talkwaker. Si vous faisiez bien Talkwaker alerte, pas par Talkwaker. Et puis, on a une question, est-ce visible de la part du client si on surveille les modifications de son site, Sylvie? J'ai pas compris la question. Ah, est-ce visible de la part du client si on surveille les modifications de son site? Est-ce que le client peut voir qu'on surveille son site, par exemple? À ma connaissance, j'ai bien compris la question. Oui, à ma connaissance, non, mais peut-être qu'il y a d'autres outils qui permettraient au client de voir qui s'intéresse à lui. Je pense qu'il faut quand même avoir déjà être dans un secteur d'activité peut-être sensible pour être alerté sur le fait qu'on soit une cible. À étudier, mais pour moi, à un niveau un peu général, je pense que c'est pas surveillé. Très bien. Merci, non, c'est pas surveillé. Et je compléterai la réponse de Sylvie en disant que de toute façon, si on surveille la page d'un concurrent, l'information qui est publiée par le concurrent, c'est une information qui est disponible, qui est accessible librement. Donc, il n'y a pas de limite à consulter ce qui est publié par le concurrent. D'accord. Merci beaucoup, Nadia. Donc, c'est moi qui vais intervenir sur la partie structurée exploitée la veille. Alors, effectivement, il faut faire attention à une chose. Lorsqu'on se lance dans la recherche ou la veille, il faut se méfier de ce qu'on appelle l'effet rebond, parce qu'on peut être très vite embarqué par notre recherche et rebondir sur des sujets sur lesquels on va tomber. On n'était pas venu chercher sur son client et ça peut devenir très chronophage. Après, une fois aussi que l'on a mis en place tous ces éléments, qu'on a collecté ces données, qu'on a mis en place une veille automatisée, on va recevoir un certain nombre de données et comment classer, collecter et structurer cette information pour pouvoir être exploitée. Alors, il y a plusieurs données, il y a du travail, on va dire, assez artisanal quelque part. Là, on parle vraiment d'outils simples et concrets. Une cartographie, Nadia parlait
au début du webinaire, de cartographier les informations que l'on cherche, c'est-à-dire utiliser une carte mentale ou need mapping en anglais, qui permet effectivement de mettre sur une seule feuille les informations qu'on veut chercher, et dès qu'on trouve des informations, on va les inscrire dans ce need mapping, ce qui permet d'avoir sur une feuille, on va dire sur un plan ou sur un écran, l'ensemble des données et établir des liens entre les informations. Ça, c'est effectivement pour ceux qui fonctionnent énormément en cartographie. C'est aussi des cartographies de réseau, très important lorsque vous travaillez sur les réseaux pour retrouver des clients. Bien évidemment, vous avez la base de données avec les données que vous collectez, les noms des personnes que vous avez collectées à travers vos recherches. Vous pouvez effectivement, avec un simple tableau Excel ou Google Sheet, vous constituer votre première base de données. Donc, ce sont des outils simples à mettre en place et assez artisanaux dans le sens simple du terme, je veux dire. Le deuxième outil, c'est d'utiliser des sites qu'on appelle des curateurs d'informations, comme le plus utilisé aujourd'hui, qui est Scoopit, qui vous permet via une petite application dans la barre Google Chrome ou Internet Explorer ou Firefox, lorsque vous tombez sur un article, collectez dans Scoopit cet article pour l'enregistrer et le classer dans des fichiers ou des domaines. Comme là, sur cet exemple-là, vous avez l'exemple de cette page de Romain qui travaille plutôt et qui collecte des informations plutôt sur la défense. Classer vos articles dans les dossiers qui vous intéressent. L'intérêt de Scoopit, c'est que vous pouvez le partager. Ça veut dire que les personnes peuvent s'abonner à votre flux, et du coup, vous-même, vous pouvez donc alimenter avec les recherches des autres vos propres sujets de réflexion. Vous avez d'autres outils beaucoup plus confidentiels, mais qui ont bien fonctionné à une époque, parce qu'en plus, ils fonctionnaient sous la forme de cartes, comme Perlotree. Enfin, vous avez la possibilité de vous constituer, et là, une base de connaissances personnelles avec des outils. Alors, Scoopit est gratuit jusqu'à un certain niveau et puis devient payant. Moi, j'utilise Scoopit sans payer. Donc, ça me permet de collecter. En tout cas, dans mon travail de veille et de recherche, je l'utilise beaucoup. Et puis, effectivement, je travaille moi aussi avec, je me suis constitué une base de connaissances avec Evernote, qui lui aussi a une formule gratuite jusqu'à un certain niveau d'utilisation, puis devient payante. Personnellement, moi, à titre personnel, je paye, c'est l'ordre de 30 € par an, et ce qui permet de collecter, là aussi sous le même système, on voit bien dans la barre outils, à côté de la barre outils Google, Google Chrome ou Internet Explorer, dès que vous tombez sur un article ou sur une page, vous pouvez la collecter et la classer dans des fichiers bien spécifiques qui vous permettent de retrouver ces informations et de les traiter ensuite. Autre outil, Diigo, qui est aussi un outil de base de connaissances. Voilà pour les outils les plus simples, les plus accessibles pour traiter votre veille et votre recherche commerciale. Et justement, par rapport à tous ces outils, tout ce qu'on vous a présenté, parce qu'on arrive au terme de ce webinaire, nous serions intéressés de savoir, vous, personnellement, quelle méthodologie ou quel outil souhaiteriez-vous approfondir dans votre besoin de recherche et de veille commerciale. Donc, je vais vous proposer de lancer le petit sondage comme les autres. Voilà, je lance le sondage, ce qui vous permet de répondre. Alors, Zerfi, pouvez-vous mentionner à la fin? Oui, je vais vous en parler. Et puis, Internet et les réseaux sociaux, effectivement, c'est la recherche Internet et les réseaux sociaux, c'est assez important, et je vais tout de suite vous en parler, en fait.
Voilà, donc on a 80% de personnes qui ont voté, donc je vais fermer et je vais vous partager avec vous les résultats. Effectivement, un peu de gros besoins effectivement sur la stratégie de ciblage et de recherche. Effectivement, les recherches et la veille et la capitalisation et l'exploitation, sachant qu'effectivement, pour la personne qui a parlé de Xerfi, c'est effectivement plutôt dans l'identification de sources d'informations. Alors, ces outils comme Evernote créent des images instantanées à la page du site que l'on collecte. Oui, tout à fait. Ça fait comme si vous regardiez une page en cache. Ça veut dire que ça capte toutes les informations que vous pouvez utiliser et revoir ultérieurement. C'est l'avantage des outils comme Evernote. Voilà, alors je vous remercie. Alors juste avant de conclure et de vous remercier pour votre attention, on a dépassé de 5 minutes notre temps. Simplement, si vous voulez aller plus loin, effectivement, il faut savoir que vous avez un certain nombre d'offres de la Chambre de commerce. Bien évidemment, les conseils infomarché, lorsque vous vouliez explorer par exemple un nouveau marché, vous lancer sur un marché bien spécifique ou bien voilà. Après, vous avez et là, c'est Marc, oui, tu peux oui. remettre le PowerPoint, s'il Oh, te plaît? pardon, je suis désolé, j'oublie toujours de masquer. Pardon, excusez-moi. Donc oui, pour aller plus loin, donc notre offre CCI, les conseillers infomarché, vous parliez de Xerfi tout à l'heure, vous avez la possibilité de venir consulter à un tarif tout à fait abordable parce que les études Xerfi sont d'une manière générale assez chères à l'achat et effectivement, vous pouvez prendre rendez-vous avec nos conseils infomarché tous les jours, hein, tous les jours du lundi ou vendredi, et venir consulter des études de marché type Xerfi. Vous avez bien évidemment l'exploration de marché. Là, ce sont des prestations individuelles. Donc, c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure. Ce sont plutôt la recherche et l'exploration d'un marché bien spécifique sur lequel vous souhaitez aller. Et puis, dans la suite de ce webinaire, nous proposons des ateliers thématiques en petits groupes, des petits groupes d'une douzaine de personnes, pour travailler sur des éléments bien spécifiques. On parlait tout à l'heure de la recherche sur les réseaux sociaux ou la capitalisation et l'exploitation des informations ou même la stratégie de ciblage, l'objectif étant de partager des expériences et puis de faire intervenir un expert qui permet d'aller beaucoup plus loin et d'approfondir ce que nous n'avons pas pu faire dans les 45 minutes. Et puis, bien évidemment, vous avez la possibilité, bien évidemment, d'avoir du coaching individuel sous forme de 2 heures pour vous aider à mettre en place une veille ou vous former, devenir complètement autonome sur la recherche d'informations. Voilà, et bien, écoutez, nous vous remercions. Je remercie Nadia et Sylvie qui sont intervenues. Donc, vous avez ici les contacts, les numéros de téléphone si vous voulez approfondir certaines questions. Nous sommes à votre disposition et je vous propose effectivement, suite à la fin de ce webinaire, au moment où j'aurai donc arrêté la production, l'affichage du webinaire, de répondre à notre questionnaire satisfaction. Si ça vous intéresse, le 29 juin, nous ferons un webinaire spécialement sur comment s'inspirer sur Internet pour innover. Voilà. Merci Sylvie, merci Nadia. Je vois que j'ai perdu Nadia, donc ça a dû couper. Merci à vous et puis nous vous souhaitons une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.